beaucoup Karine, vraiment très heureuse parmi vous aujourd'hui, professeur Chen et les organisateurs, merci beaucoup pour votre invitation. Félicitations aussi aux équipes pédagogiques et aux étudiants pour le choix du thème cette année. Les autres années c'était super j'imagine, mais je trouve que la question des relations, du lien social, en fait c'est le cœur du bien-être et de la santé des êtres humains, donc pour moi c'est quelque chose de vraiment, on est au cœur du réacteur du sujet. Une petite pensée aujourd'hui pour, on est en terre girondine, donc ravi d'être en terre girondine, à Michel Delaunay, parce que Mona Lisa, en fait, le lancement de Mona Lisa, mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, c'est une impulsion politique au plus haut niveau de l'État, au moment où Michel Delaunay était ministre de l'autonomie. Donc voilà, donc une petite pensée pour Michel aujourd'hui. Mona Lisa rassemble, en fait, c'est un réseau d'acteurs, Mona Lisa, qui rassemble en France les organisations qui refusent de laisser vivre et mourir seules les personnes âgées. C'est des associations au niveau national, Petits Frères des Pauvres, Croix-Rouge française, Saint-Vincent-de-Paul, tous les grands réseaux nationaux, mais aussi les réseaux locaux. Il y a des bailleurs, il va y avoir des collectivités territoriales, des mairies, etc. À la fois, pour dire une chose, on ne peut rien faire tout seul, on le dit souvent. Mona Lisa essaye de le mettre en acte. C'est-à-dire que c'est une question qui est aussi complexe que l'isolement et la solitude. On ne va pas pouvoir avoir tout seul la solution, et donc il faut qu'on arrive à créer un réseau, une communauté de réseaux, et qu'on s'allie avec des citoyens pour essayer d'agir. Sans les citoyens, on n'y arrivera pas non plus, quoi. J'ai du mal à commencer sans réagir, je suis désolé, je prends 1 minute sur mon temps. Je dis minute d'une minute. Le mot japonais, c'est hikokomori, en fait. Et c'est intéressant parce qu'on a créé un mot sur une réalité sociale. C'est-à-dire que le phénomène de ces jeunes qui restent chez eux et qui s'isolent petit à petit de tout lien social, c'était tellement massif qu'on a été obligé de le nommer. Et ils ont nommé hikokomori. Donc ça nomme une réalité et un phénomène massif d'isolement et de solitude au Japon. Les Japonais ont créé un ministère de la solitude. C'est-à-dire pour dire, on a un phénomène tellement massif qu'il faut qu'on arrive à créer vraiment une impulsion politique et donner les moyens pour agir sur le territoire. Je fais le lien avec la question de nommer les choses. Sur l'idée finalement, en Occident, plus qu'en France, on laisse plus seules les personnes âgées que dans des pays qui seraient pas occidentaux. La même façon de nommer les choses. C'est aussi des représentations en fait sociales de la réalité. Quand on prend les mots, par exemple en Chine traditionnelle, le verbe être n'existe pas. Donc déjà, vous ne pouvez pas dire j'ai été, je suis et je vais devenir. Dans la façon dont on existe dans le monde après, ça a un impact extrêmement fort. C'est-à-dire que pour eux, c'est le passage. Je suis en train d'avoir été, je suis et je suis en train de devenir. Ce qui fait qu'on ne peut pas figer les choses. Et dans les successions des générations, ça dit quand même quelque chose. C'est-à-dire que nous, c'est linéaire. C'est une ligne droite. Donc je ne peux pas être jeune si je suis vieux. C'est linéaire. J'ai été bébé, j'ai été adulte, etc. Et je suis vieux maintenant. Dans la pensée chinoise, c'est circulaire. Toutes les générations vivent au même moment, au même instant, la même réalité. Aujourd'hui. Maintenant. Et donc c'est plutôt la question de se dire, c'est dans notre réalité présente, qui est en train de passer, en mouvement donc, on ne fige pas les choses, vers quoi on agit ensemble dans le réel. Qu'est-ce qui fait qu'on est liés les uns avec les autres? Donc voilà, je voulais juste revenir sur ces mots. Cette question de la relation, je voulais commencer avec une phrase assez simple du philosophe Martin Buber, qui dans son livre que je vous recommande, qui s'appelle « Je et tu », dit « Au commencement est la relation ». Alors c'est une idée forte, presque une évidence, mais que nous oublions souvent, me semble-t-il. Nous pensons que l'individu, on pense l'individu d'abord, et la relation ensuite. Or, dans la réalité de nos vies, c'est exactement l'inverse. Ce que nous observons sur le terrain, ce que la science confirme aujourd'hui, c'est que la relation n'est pas un plus, c'est pas un supplément d'âme, c'est une condition vitale.
Et lorsqu'elle disparaît, ce n'est pas seulement le lien qui disparaît, on a vu l'impact sur les êtres humains, là, avec les chiffres. C'est la santé elle-même qui se fragilise. Donc la relation est essentielle, elle est première, pas après, et elle est fondatrice de ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est précisément parce que dans nos vies, les relations vont de soi que nous oublions leur importance. En fait, le bien est souvent implicite et le malheur, il est souvent conscient. Quand tout va bien, la santé, les relations, les petits duos au quotidien, bon, on n'a pas conscience, on vit normalement, tout est normal. Quand on a un petit problème ou des gros problèmes, maladie, perte, rupture, la souffrance devient immédiate. On la ressent, elle est présente, vive. Donc nous devrions commencer, et c'est ça que je voulais mettre en introduction, par reconnaître que la relation est première et vitale pour les êtres humains, au même titre que manger, boire et respirer. La preuve, si nous n'avons pas de relation de qualité, on est malade et on meurt. Si on ne boit pas, on est malade et on meurt. La relation est première, mais pas de façon abstraite. C'est une évidence que maintenant la psychologie, la neurologie et même la biologie démontrent. La relation nous constitue en tant qu'individu. Un nourrisson, quand on le prend, nourri, chauffé, protégé, mais privé de relation, il dépérit. Les études sur l'attachement, les expériences menées le montrent. Un être vivant qui peut choisir la chaleur d'une présence au détriment de la nourriture. On peut choisir d'être dans les bras de quelqu'un plutôt que de manger. Et dès son premier souffle, l'être humain est plongé dans l'altérité. Nous ne devenons pas humains seuls. C'est l'autre qui nous humanise par sa présence, son attention suffisamment bonne pour qu'on ait pu se développer et devenir adulte. Donc, au commencement, n'est pas l'individu, mais la rencontre. Nous ne cessons jamais d'être des êtres de lien. La relation n'est donc pas un luxe, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est un besoin vital. Et pour rejoindre le titre de la journée, c'est un acte de santé. C'est même le premier acte de soin d'accueillir l'autre. Et son absence, ça a été dit, et ça sera dit, nous fait souffrir. On augmente les risques de dépression. Ça favorise le renoncement aux soins, ça fragilise les parcours de vie. Ça entraîne une surmortalité équivalente au tabac. Ça, c'est les données de l'OMS. Pour les personnes en situation de précarité dont on a parlé, on l'a dit, en plus les mécanismes sont amplifiés. Et surtout, l'isolement est invisible, en vrai. On ne le repère pas avec un formulaire. On va le repérer par la relation. C'est pour cela que l'isolement est un déterminant de santé particulier. Il ne se traite pas d'abord par un dispositif, mais par un lien humain. Et si l'isolement est un déterminant de santé, alors le lien social devient un acte de prévention. C'est là que Mona Lisa intervient. C'est précisément là que la démarche Mona Lisa prend tout son sens. Avec le réseau Mona Lisa, on s'attaque à une pauvreté invisible, la pauvreté relationnelle, la précarité relationnelle. Et Mona Lisa offre une méthode éprouvée pour agir contre l'isolement à l'échelle locale. Elle permet de créer des réseaux, un véritable réseau territorial où les associations, les organisations publiques, les institutions, les acteurs du territoire et les citoyens coopèrent pour construire une réponse ensemble et une politique locale en faveur des liens sociaux. Au cœur de cette démarche, nous y avons mis les équipes citoyennes qui deviennent une réponse concrète. Une équipe citoyenne, ce sont des bénévoles qui s'associent dans un quartier, une ville, un village, pour agir ensemble contre l'isolement et qui le font avec les acteurs locaux, qui se mettent en réseau, en écosystème. Ça permet d'agir directement auprès des aînés pour rompre l'isolement. C'est une présence sur le terrain pour accompagner les personnes âgées, recréer du lien de proximité et offrir des relations qui comptent. Notre spécificité, en fait, c'est de faire du lien social une responsabilité partagée. Chacun peut agir à son échelle. Tout le monde. Là où vous vivez, là où vous travaillez, vous êtes en capacité d'agir sur cette question-là. Parce que là où le lien disparaît,
on l'a dit, mais les études le montrent, la santé se fragilise, et là où le lien se recrée, les trajectoires peuvent vraiment changer. Notre démarche s'appuie sur 3 piliers. Le premier, ça a été dit, il est très important. C'est l'aller vers. Pour rejoindre les personnes isolées, il faut aller vers elles. Et il faut être plusieurs. Aller vers, c'est accepter en fait que la relation, elle ne se décrète pas. C'est aller là où les personnes sont, donc au domicile, dans les halls d'immeubles, dans les cafés, dans les squares, dans les résidences autonomie, dans les villages. Et c'est prendre le temps. Prendre le temps. On va tous très très vite. Prendre le temps de la relation et de l'écoute à l'autre. Et créer une présence de confiance régulière. Par exemple, dans une résidence autonomie de la métropole lyonnaise, une équipe citoyenne du réseau Mona Lisa a mis en place des tournées de convivialité. Un passage régulier, sans objectif autre que la rencontre. Résultat, par exemple, une personne qui n'était pas sortie de son appartement depuis des mois a accepté d'aller au marché avec l'équipe de bénévoles. Ce n'est pas anodin, c'est un acte de santé. Deuxièmement, créer du lien, c'est redonner place, voix et utilité aux personnes. Le lien, ce n'est pas occuper les gens, c'est pas occupationnel, c'est leur redonner une place dans une communauté. C'est créer un espace où la personne retrouve une place, une voix, une utilité. Un espace où elle peut dire ce qu'elle vit, ce qu'elle craint, ce qu'elle espère. Et c'est souvent dans cet espace-là que quelque chose se déverrouille. La confiance, l'envie de sortir, l'envie de demander de l'aide. Par exemple, dans la coopération Mona Lisa du Nord, les équipes citoyennes ont co-construit avec les habitants un café des voisins dans un quartier prioritaire. Une femme qui ne voyait plus personne est venue, elle est en situation de précarité, isolée depuis des années, elle y a trouvé un espace où tout simplement elle pouvait être là et parler. Et être reconnue. C'est dans ce cadre qu'elle a accepté d'être accompagnée pour refaire sa carte vitale et reprendre un suivi médical. Le lien a précédé le soin. Troisièmement, être un point d'appui précisément vers le soin. Le réseau Mona Lisa n'est pas un dispositif de soins, mais Mona Lisa est souvent ce qui permet d'y accéder. C'est un point essentiel, nous sommes souvent ceux qui permettent à la personne de franchir la première marche, parce que la relation est là, que la confiance est là, nous devenons un point d'appui pour accompagner un rendez-vous, pour expliquer un courrier, pour rassurer, pour faire le lien avec un médecin, une assistante sociale, une structure de santé mentale. Et ce que nous observons partout en France, c'est que les liens, quand ils sont de confiance et de qualité, favorisent l'accès aux droits et l'accès aux soins. Le réseau Mona Lisa, ce sont des milliers de bénévoles. Il y a 1000 équipes citoyennes en France du réseau Mona Lisa. C'est à peu près 20 000 bénévoles, plus de 20 000 bénévoles. Des professionnels, des équipes citoyennes qui chaque jour recréent ces liens essentiels. Dans la coopération départementale, encore un exemple, en Seine-Saint-Denis, les équipes citoyennes travaillent avec les équipes mobiles psychiatrie précarité. Une personne en souffrance psychique, totalement coupée des institutions, a accepté un premier contact avec le MPP parce qu'elle faisait confiance à l'équipe citoyenne qui l'accompagnait. Ce n'est pas un détail. Sans lien, il n'y aurait pas eu de soins. Mais créer du lien ne suffit pas. Pour que cela transforme réellement les parcours, il faut que les territoires s'en saisissent. Il faut faire du lien social une politique locale de santé. L'isolement social n'est pas seulement une situation individuelle, c'est le produit de dynamiques sociales, institutionnelles et territoriales, et donc il appelle des réponses coopératives. Coopération. Après, on coordonne, mais en premier, on coopère. Coopération, co-opérare. Le co, c'est ensemble. L'opérare, ça a donné l'opéra. C'est construire ensemble une œuvre commune. C'est-à-dire avec ce que l'on est, avec ce que l'on sait faire, on se met avec d'autres pour aller plus loin et produire quelque chose qui est plus grand que nous. 3 leviers sont essentiels.
presque fini. 1. Reconnaître le lien social comme déterminant de santé. C'est l'étape vraiment numéro 1. Tant que le lien social restera perçu comme un plus, il restera fragile. Il doit être reconnu comme un levier de prévention, au même titre que l'activité physique ou la nutrition. Les coopérations départementales Mona Lisa, qui sont soutenues par la Caisse nationale, CNSA, vont dans ce sens. Elles créent concrètement sur les territoires des espaces où les acteurs sanitaires, médico-sociaux, associatifs et citoyens travaillent ensemble. 2. Il faut soutenir les acteurs de proximité, les bénévoles, les médiateurs, les associations, les CCAS, les équipes mobiles, les structures d'aller vers. Ce sont eux qui voient les personnes, qui les connaissent, qui repèrent les signaux faibles, qui créent la confiance. Voilà, il doit être soutenu, formé, reconnu et mis en réseau. La coopération, par exemple, un autre exemple, un dernier exemple, de la coopération Mona Lisa en Ille-et-Vilaine, a mis en place un réseau de bienveillance, ils vont appeler ça, mais dans la grande proximité. Des bénévoles, des bailleurs, des travailleurs sociaux et des élus de proximité, ils partagent des informations pour repérer les situations d'isolement. Une personne âgée en rupture de soins a pu être orientée vers son médecin traitant grâce à ce maillage. On parlait du repérage tout à l'heure, mais s'ils sont invisibles, comment on fait s'il n'y a pas ce maillage coopératif de grande proximité? Et comment on arrive à créer un espace où on échange notre culture commune et ce qu'on fait? Et comment on fait que les parcours de vie puissent être sans rupture? Troisièmement et dernière chose, il faut construire des coopérations territoriales. Lutter contre l'isolement, c'est relier. C'est la reliance. Relier les acteurs sanitaires et sociaux, les institutions, les associations, relier les dispositifs et les personnes. C'est cette articulation qui permet de transformer les initiatives locales en vraiment une politique territoriale de santé et de solidarité. Se dire aussi, parce que si on dit qu'on coopère, c'est aussi d'arrêter une croyance qui est de croire que la réalité est simple. Le réel est complexe, d'autant plus si vous y mettez des êtres humains dedans. Les relations sont complexes. Complexe, c'est complexus en latin. C'est ce qui est tissé ensemble. Donc reconnaître que le réel est complexe, qu'on n'a pas de solution simple, et que donc elle doit être co-construite, et qu'on doit retisser ensemble la réalité des actions, c'est extrêmement important. Et pour conclure, je voudrais revenir à l'essentiel. Rompre l'isolement, ce n'est pas seulement créer des moments de convivialité, c'est redonner une place, c'est redonner une capacité d'agir aux personnes, extrêmement important. Ce n'est pas juste quelque chose où on dit à la personne « je vais t'aider ». C'est aussi dire à la personne « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de toi. Viens, construisons ensemble quelque chose. Et c'est redonner une appartenance. Et ça, oui, c'est un acte de santé, un acte de prévention, un acte de dignité. Pour rejoindre la visée éthique de Paul Ricoeur, une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Le lien social n'est pas un supplément d'âme, c'est un soin premier. Je vous remercie.